La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La mode s'est recréée depuis quelques années, je vais dire. Des jeunes créateurs ont décidé de s'infiltrer ou alors de rentrer dans le domaine de la mode. C'est vrai, quand on parlait de la mode, vous avez ces coutures qui sont moins avant-gardistes, qui sont assez classiques. Et puis, depuis un bon bout de temps, vous voyez quand même des tenues qui sont superbes. Parce que oui, il y a des personnes qui ont décidé de réfléchir et d'apporter de la fraîcheur et surtout de la nouveauté au domaine. On en a besoin naturellement parce que, comme on le dit, rien ne se transforme ou rien ne se perd simplement parce que tout se transforme au final et la mode évolue avec son temps. Aujourd'hui, dans cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir un jeune Togolais qui a décidé de garder sa tradition, de garder les coutumes de chez lui à travers justement les tissus qu'il travaille au quotidien pour nous offrir de très belles tenues. Son histoire est assez particulière et vous allez le voir, il a quitté les bancs, il a quitté la communication et le domaine du journalisme pour se consacrer à son art et à sa passion qui est donc la mode. Je dirais simplement que je vais partager cette émission avec un collègue, pourquoi pas. Et à côté, nous avons également une charmante dame qui se fera le plaisir de partager avec nous sa belle histoire. Elle lutte depuis quelques années contre le body shaming, justement parce que son corps est assez voluptueux et assez généreux et ça peut attirer beaucoup de foudre, surtout qu'elle parle de sujets qui sont considérés comme tabous par les uns et les autres dans sa communauté. Et donc, elle a décidé donc de créer une tribune pour offrir la parole à ceux qui n'avaient pas l'habitude ou alors qui n'avaient pas la facilité de prendre la parole pour parler de sujets un peu comme le viol et plein d'autres choses. Restez avec nous si vous vous sentez concerné par l'un de ces deux sujets parce que nous allons y aller très rapidement pour vous présenter ces meilleurs profils de cette semaine et sincèrement, installez-vous confortablement parce que nous démarrons tout de suite. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Vous êtes prêts? Oui. Papa, tu viendras nous chercher. On verra. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres. Juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe.
Voilà, nous sommes avec une créatrice de contenu, elle est mannequin grande taille, défenseuse de la confiance en soi et du body positive. Et puis nous sommes également avec un directeur artistique et il est également le fondateur de Samson Feli, donc qui est une maison de mode. Et si vous avez du goût, vous avez certainement déjà porté une de ses pièces. Alors, en parlant de goût, justement, aujourd'hui, cette émission sera assez pimentée parce que 3 personnes ont spécialement travaillé sur les profils que nous allons découvrir. Et je me permets de les inviter là tout de suite à monter au plateau de manière différente, quoique, parce que Jeanne ne monte pas de base au plateau dans la première partie. Mais pour vous spécialement aujourd'hui, on change les choses et on accueille Miss Grâce et Mister Eugène en premier. Grâce avant et Eugène avec son fond sonore. Mister Eugène va s'installer, il prépare les questions rouges, donc les questions les plus difficiles à poser à nos invités. Mais avant toute chose, bonjour Miss Grâce. Bonjour Océane, comment est-ce que tu vas? Ben écoute, j'ai couru toute la journée, je ne sais pas pour toi, mais même en arrivant, j'ai dû courir pour rentrer dans le studio, donc ça se sent. Mais ça va, ça met du peps. Si non, tu je veux. pense que ça veut dire que tu vas passer une très très belle journée et que l'argent va courir. Il est 11h37 et dans peu de temps, on sera à midi. Je ne sais pas pour toi, quel est ton rapport à l'argent? Mais présentement, mon rapport à l'argent, il n'est pas bon du tout. Par contre, on va voir avec Mister Question Rouge. Eugène, bonjour. Bonjour. Sympa la veste. Merci. C'est les brillantines, ils ont manqué sûr, trop toujours. longtemps, je pense bien. Ça a été compliqué de trouver des questions rouges, hormis les questions des téléspectateurs, naturellement. Alors, plus ou moins, dans la mesure où les 2 profils que nous recevons aujourd'hui sont des profils assez éclectiques, en même temps assez particuliers, où ils ont réussi à changer les codes. Aujourd'hui, ce sont des jeunes que moi je vais appeler des game changers, parce qu'ils ont réussi à casser les codes et à faire... à réaliser l'impossible là où beaucoup pensaient que voilà, Ça il n'y ne pourrait avait pas rien se qui faire. était possible. Donc oui, les questions rouges ont été, on va dire 50-50. 50-50. Facile à trouver pour certaines questions qui sont très évidentes et d'autres où il fallait creuser un peu parce que c'est quand même les questions rouges, il faut titiller. Et les téléspectateurs ont envie de savoir un certain nombre de choses. C'est clair et net. De toute évidence, quand vous impactez positivement, mais à côté, beaucoup de personnes voudraient savoir comment vous en êtes arrivé à ces résultats-là et ça peut créer des suspicions voilà, dans les esprits. Et grâce à toi et grâce à eux, nous allons pouvoir éclaircir toute zone d'ombre. Et maintenant, place à Miss Ruth Dionou qui va nous faire quoi? Le dérouler comme un beau tapis rouge des 2 profils. C'est ça, c'est bien ça, bien prête. Mais avant ça, quand même, toi, tu es venue avec les plus belles questions de cette émission. Bien sûr. Il y a toujours bien les plus sûr, belles questions bien de cette sûr. émission. Je pense que les questions où ça sera, bien sûr, pour Eugène et pour moi, ça sera les questions fun. Je pense que nos invités... Oui, hein, On va les un, peu appeler comme ça. un peu rose comme ma tenue de ce matin. Donc, je pense qu'on va réellement s'amuser avec moi ce matin. On va s'amuser avec toi ce matin, mais avant l'agréable, on va au nécessaire en accueillant Miss Ruth Dionou.
allez nous remettre, s'il vous plaît, vous allez nous remettre la musique parce qu'à un moment donné, franchement, je pense que trop, c'est trop. Hein. Tout le monde arrive avec une belle chorégraphie. Pourquoi nous autres sommes supposés nous asseoir, patatras, comme si nous étions madame personne. Donc, on nous remet notre... Mais nous, on veut une autre musique, s'il vous plaît. Comme ça, on vient là-dessus. À la régie, les gars, choisissez-nous une belle musique. On fait un catwalk. Hein. OK, c'est quand vous voulez. J'espère que non. À 3. Allez-y. Laissez tomber. Ça ne sert à rien. Non, merci, c'est bon. Si c'est ça, on leur laisse ça. Bonjour à la table des juges. Bonjour. Comment ça va ce matin? Super bien, comme tous les jeudis. Je me sens à merveille. Je me sens comme un professeur qui vient donner des cours aux élèves. Un professeur qui vient donner des cours aux élèves. Est-ce que ça a été difficile, la préparation des cours du professeur? Alors, vous savez, quand on a un professeur qui maîtrise son art, arriver à un moment, c'est crème. See my life. Facile que... Jesus. Ce matin, je te sens différente des autres jeudis. En plus. Je ne sais pas, les lunettes te donnent quelque chose d'autre. Hein? Soit. Moi, je veux juste que vous puissiez nous parler un peu de nos deux profils parce que ce sont deux personnes que j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce que pour la première, donc il est dans le domaine de la mode, on sait à quel point aujourd'hui se démarquer dans un domaine où vous avez beaucoup de personnes qui se ruent vers, c'est difficile. Dès que vous créez une pièce, quelqu'un dira « ça c'est du déjà vu, ça c'est ma pièce, ça c'est mon idée d'origine », ainsi de suite. Et il faut quand même réussir à créer sa clientèle et la fidéliser, la garder et maintenant déployer ses ailes dans la sous-région, sinon même à l'étranger. Je crois qu'il a quand même relevé le défi. Hein. Effectivement, il a relevé ce défi extraordinairement parlant. Et puis, on voit ces créations qui ne se limitent pas sur la terre natale, qui est le Togo. Il est togolais, bien sûr. Il a réussi à s'imposer. Quand on voit ces créations, il y a une originalité qui n'a pas de nom. Il a su quand même associer sa personnalité et à ces créations. Et quand vous voyez ce qu'il crée, vous ressentez en même temps que c'est du made in Togo, du made in Feli, quoi. Du made in cœur, Voilà. c'est ce qu'elle voulait dire. Ça vient du cœur, pour Voilà. dire vrai. Bien, en tout cas, et je veux spécialement saluer toute la communauté béninoise qui nous suit aujourd'hui parce que nous avons préparé une belle surprise pour vous. Nous accueillons une des vôtres ici dans la pause. C'est vrai que c'est très rare pour nous de recevoir des Béninois, enfin, ou de dévoiler leur origine. Mais moi, je suis très fière de recevoir une sœur béninoise dans cette émission parce que j'ai suivi son histoire sur les réseaux sociaux. Elle est au quotidien attaquée, critiquée parce que justement, elle a le courage que beaucoup n'ont pas eu. Elle a décidé, malgré tout ça, malgré toute cette rage contre sa personne, de prendre la parole, de désacraliser certaines thématiques, de laisser les gens dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et quand vous faites ce travail, vous êtes aussi derrière très attaqué parce que certains ne sont pas à l'aise avec le fait que vous puissiez parler de certains sujets aussi aisément, aussi librement. Elle est attaquée souvent, mais son courage, franchement, ça m'éblouit. Et je serai très, très, très impatiente de la voir au plateau. Mais nous allons quand même partir avec le plateau mode avant de la recevoir, si tu le permets. Et donc, notre premier invité, il se nomme Samson Feli. Il est le directeur artistique et fondateur de la maison Samson Feli. Et si vous êtes prêts, Mister Eugène, Miss Ruth, Miss Grace, nous l'accueillons au plateau. En musique. Voilà. Samson, on prend le micro. Alors, je vais vérifier si... Ok, parfait. Comment ça va, Samson? J'ai bien, merci. Et vous? Ça va super bien. Je suis très contente de vous avoir dans cette émission. C'est surtout que j'ai rêvé de faire cette émission avec vous depuis l'année dernière, je pense bien. Ah ouais. Le temps passe très, très vite. Et donc, merci de nous faire honneur de votre présence. C'est avec un grand plaisir. Bien. On va parler mode avec vous. On va parler de l'environnement mode également. Mais on sait clairement que la mode vient ainsi corriger beaucoup de tares, beaucoup de problèmes sur le body shaming. On sait qu'il y a le body shaming aujourd'hui à fond. Oui, c'est vrai. Parfait. Bien. Miss Ruth, dis-nous, c'est quand tu veux.
Merci beaucoup, Océane. Sans introduction, place au profiling. Merci. Bonjour, Monsieur Samson. Bonjour Ruth. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Alors, ça va super bien. Est-ce que vous me donnez l'approbation de présenter votre parcours à nos invités? Allez-y, j'ai hâte de découvrir ça. Merci beaucoup. Certaines personnes héritent d'un métier, d'autres héritent d'un regard. Chez vous, tout commence très tôt entre Thiévier et Lomé, dans un univers où le tissu, les machines et les silhouettes font déjà partie de votre quotidien grâce à votre mère qui est couturière. Pendant que certains voient simplement des vêtements, vous voyez déjà des détails, des coupes, des matières, des formes. Très jeune, vous développez une sensibilité particulière pour l'esthétique, pour ce que le vêtement peut raconter d'une personne, d'une culture ou bien d'une identité. Pourtant, au départ, rien ne vous destinait officiellement à la mode. Après votre parcours scolaire, vous vous orientez vers des études de journalisme à l'Institut des sciences de l'information et de la communication des arts, ISICA, à Lomé. Un univers qui vous apprend à observer, raconter, transmettre, mais au fond de vous, la création continue de prendre place. Après donc l'obtention de votre licence, vous prenez alors une décision importante, partir à Dakar. Et ce départ change beaucoup de choses, parce qu'au contact de plusieurs créatifs issus d'un univers artistique différent, quelque chose se confirme en vous. Votre regard devient plus affirmé, votre vision claire, votre identité artistique commence réellement à naître. Puis vient le retour au Togo. Et avec lui, la naissance de Samson Feli. Une maison de création profondément ancrée dans votre identité élevée, mais tournée vers une esthétique contemporaine. À travers vos créations, vous ne faites pas simplement de la mode, vous racontez une mémoire, vous réinterprétez des codes culturels parfois effacés par les standards modernes et la mondialisation esthétique. Chez vous, chaque silhouette devient un langage. Chaque pièce devient une affirmation et très vite, votre travail attire l'attention bien au-delà des frontières togolaises. La Côte d'Ivoire découvre vos créations grâce à une collaboration avec Guy Serge, styliste à Live TV, puis viennent plusieurs personnalités et figures médiatiques habillées par vos soins, je cite, conditurées. Mais derrière cette ascension, il y a surtout une vision, celle d'une mode plus consciente, plus authentique, une mode qui valorise la qualité, les petites productions et le travail sur mesure plutôt que la consommation rapide. Alors pendant que beaucoup suivent des tendances, vous choisissez de construire une identité. Aujourd'hui, entre Lomé, Abidjan, Cotonou, bientôt Dakar et Ouagadougou, Samson Feli continue de grandir comme une marque qui allie élégance, culture, modernité. Parce que oui, au fond de vous, Yao Samson Feli, pour vous, la mode n'a jamais été une question d'apparence. C'est une manière de raconter qui nous sommes sans avoir besoin de parler. Et c'était en résumé donc la biographie de notre invité. Nous allons nous attaquer rapidement à sa personnalité au travers de son acrostiche. Et il s'appelle Yao, naturellement un natif de Jeudi. Yeux tournés vers la création, vous avez très tôt compris que la mode pouvait être bien plus qu'un vêtement, une manière de raconter une histoire, une identité. Artiste dans votre vision, vous transformez les tissus, les coupes et les silhouettes en véritables expressions culturelles et contemporaines. Original dans votre approche, vous réinventez les codes. Esthétique avec élégance tout en restant profondément enraciné dans votre héritage élevé. Et c'est donc tout, Océane, pour la présentation du profil du jour. J'ai nommé Yao Samson Feli.
Alors, nous allons t'offrir une fleur. Tu ne bouges pas de ta position, d'accord? Parce qu'à la suite de Samson, nous allons accueillir notre deuxième invité. On reste toujours dans le domaine de la mode parce que, voilà, elle est mannequin, grande taille. Difficile d'avoir des mannequins grande taille en sachant que, voilà, ces personnes qui ont un physique assez généreux ont quand même beaucoup de regards négatifs sur elle. Elle a décidé de braver tout ce qui peut être dit pour se hisser à la tête, je vais dire quand même, de sa plus belle des histoires. Il s'agit bien sûr d'une jeune créatrice de contenu, donc mannequin grande taille. Elle est défenseuse de la conscience, de la confiance en soi et du body positive. Merci d'accueillir au plateau Madame Valdi Bagdi qui nous vient direct du Bénin. Bien. Valdi, on va prendre le micro juste en face de vous. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Je devrais dire né allègrement. Mais Benoît les bilo. Bilo Gandia. Et là, je pense que j'ai fait ce que. Maintenant, les esprits vont se calmer. Bon, on va se reconcentrer parce que nous allons ensemble découvrir le profil de Miss Valdi. Merci Océane. Bonjour Miss Valdi. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien chez vous. Je vais bien également. Est-ce que vous êtes aussi prête quand même à voir votre histoire racontée par ma personne? J'ai hâte. D'accord, merci. Parfois, les combats les plus puissants naissent dans les silences que personne ne voit. Et derrière les sourires, les images et la lumière des réseaux sociaux, il y a souvent une histoire plus profonde. Une histoire faite de blessures, de regards, de construction et de courage. Béninoise de père et de mère, Valdi Fifamé Morel Bagdi était une petite fille douce, paisible, presque silencieuse. Un enfant avec une tranquillité d'esprit rare, une innocence qui semblait déjà porter son prénom endogène, Fifamé, qui signifie « don la paix ». Pourtant, cette paix va se voir donc bouleversée. À seulement 8 ans, vous êtes victime d'un viol, une blessure silencieuse qui marque une enfance, un rapport au corps, un regard des autres et parfois même à soi-même. Mais malgré cela, vous avancez. Brillante élève, vous obtenez un baccalauréat scientifique à Cérissé avant de poursuivre des études en agronomie à l'université jusqu'à l'obtention d'une licence. Et c'est justement pendant vos années universitaires que vous faites vos premiers pas dans la création de contenu. Au départ, ce n'était pas sérieux, juste un espace d'expression parmi d'autres, puis les choses changent. Les critiques arrivent, les remarques sur votre morphologie, le regard des réseaux sociaux, les standards imposés, les jugements gratuits. Et au lieu de vous faire taire, ces attaques réveillent quelque chose en vous. Vous comprenez alors qu'il existe un vrai besoin. Un besoin de parler, de déconstruire certaines mentalités, de défendre les femmes qui grandissent avec des complexes, des blessures ou des traumatismes qu'elles portent seules. Alors progressivement, votre plateforme devient plus qu'un espace de contenu. Elle devient une voix qui parle du corps sans honte, une voix qui aborde des sujets considérés comme tabous, une voix qui rappelle qu'aucune femme ne devrait être réduite à sa morphologie, à ses blessures ou au regard des autres. Aujourd'hui, à travers vos contenus, votre image et votre parole, vous défendez le body positivisme, l'acceptation de soi et la liberté d'exprimer pleinement avec une sincérité qui touche. Parce qu'au fond, vous, Valdi, vous ne cherchez pas seulement à être vue. Vous cherchez surtout à faire comprendre aux autres femmes qu'elles ont le droit d'exister pleinement sans demander pardon pour leur corps, leur histoire ou même leur différence. Et nous nous attaquons rapidement à l'acrostiche de notre invité. Je disais tantôt que vous avez un prénom endogène qui est Fifamé, qui veut dire la paix dans la paix ou bien dans la tranquillité.
Fier malgré les blessures invisibles, vous avez choisi de ne pas laisser les épreuves définir la femme que vous devez être. Inspirante à travers votre parole, vous osez aborder des sujets sensibles que beaucoup préfèrent encore taire, afin de libérer d'autres voix. Forte face au regard, aux critiques et aux standards imposés, vous transformez aujourd'hui vos combats personnels en messages d'espoir pour les femmes. Authentique dans votre manière d'exister, vous défendez l'idée qu'un corps ne devait être une raison de honte, de violence ou de silence. Magnétique dans votre présence, vous incarnez une beauté qui ne cherche plus à se conformer, mais simplement à exister pleinement. Engagé dans votre mission, vous utilisez votre image, votre histoire, votre voix pour sensibiliser, encourager et aider d'autres femmes à se reconstruire. Yin, paisible, fidèle au sens de votre prénom dans la paix, vous portez une lumière douce de celles qui ont traversé l'obscurité sans jamais cesser de croire en elles-mêmes. Et c'est donc tout pour la présentation de la biographie et de l'acrostiche de notre deuxième invité. Et également, c'est ce qui met fin à la présentation de nos deux invités. Merci, messieurs et dames. Alors, Merci, pour Ruth. nous, très chers spectateurs, on va se retrouver le jeudi prochain pour la découverte d'autres profils. D'ici là, portez-vous bien, jeudi prochain. J'ai entendu tellement d'informations sur les deux profils qu'à un moment donné, j'ai dû prendre une profonde inspiration pour rebondir parce que je sens qu'on va passer des moments certes agréables, mais remplis d'émotions. Déjà, merci infiniment d'avoir accepté de venir sur cette tribune pour parler de choses qui peuvent piquer. Bien, on va commencer avec des choses très agréables, naturellement. Essayer de découvrir un peu mieux ce que vous avez construit de part et d'autre. Et avant d'en arriver à Valdi, je vous permets d'encaisser déjà tout ce que Miss Ruth a dit. On va rester avec Samson. Alors, Samson qui a décidé de révolutionner le monde de la mode. Oui, si on peut le dire ainsi. Je pense que j'ai fait un petit bout de chemin. Ça fait 5 ans passés maintenant que j'essaie d'exprimer une partie de moi qui visualise d'une autre façon le corps humain. Comment le présenter, comment s'exprimer grâce à ce qu'on porte, les codes, le style et tout ça. Et je pense que oui, au Togo aujourd'hui, je peux dire avec fierté que oui, je fais partie de ces gens-là qui arrivent à mettre le Togo sur la carte grâce aux vêtements. Oui, non, ça peut être reconnu et que ça plaise ou pas, ça va être réel parce que quand on parle de Samson Feli aujourd'hui, on vous connaît peut-être pas beaucoup au Togo. Mais à l'international, le nom, il reste. Il est là parce que vous avez habillé quand même des sommités, vous avez habillé des personnalités publiques et ça nécessite véritablement qu'on vous félicite. Merci. Vous portez haut les couleurs du drapeau national. Mais avant toute chose, on m'a parlé à travers la biographie de Miss Ruth d'un jeune qui a fait le journalisme comme formation de base et qui décide de bifurquer et se retrouve entre tissus, ciseaux, fils. Finalement, pourquoi? Est-ce que c'est parce que maman, depuis toujours, a été couturière ou on se disait, non, on est plus fait pour ce métier que voilà, la cravate et les caméras? Je pense que être créatif, déjà, c'est quelque chose qu'on a, c'est comme un don. Mais après, il y a des milieux qui peuvent favoriser cela. L'exploitation de cela et l'expression de cela. Et je pense que le fait que j'ai eu la chance de grandir avec une maman qui est déjà dans ce domaine a été un peu un catalyseur parce que je ne m'habillais pas comme tout le monde. Il y a un truc aussi, ma maman elle était couturière mais elle était dans la vente du wax aussi. Et je me rappelle très bien, mes deux frères n'aimaient pas porter du wax. Moi j'aime porter beaucoup du wax. On n'avait pas le droit de trop décaler des modèles. Genre, je ne sais pas ce qu'on appelle ça. Fallait rester conventionnel. Conventionnel. On portait tout le temps mawa. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mais ça me plaisait de pouvoir changer de motif à chaque temps, chaque dimanche et tout ça. Et quand j'étais à l'université, mon école, c'était au sein de l'université, mais nous, on avait des uniformes.
Et je me rappelle très bien qu'à partir de la deuxième année, moi, je sortais un peu du cadre. Je faisais mes vêtements d'une autre façon. C'était pas trop décalé, mais c'était toujours différent. C'est pour dire que être créatif, c'est En soi, c'est inné. Et même si on l'exploite pas, ça sera exprimé d'une façon ou d'une autre. Et oui, je peux dire que, et dans la biographie aussi, elle a dit, le fait que j'ai eu à fréquenter des gens qui étaient déjà des créatifs, ça a été un deuxième catalyseur du fait que je sois maintenant dans le un domaine. créatif affirmé avec une marque de vêtements. Mais les parents, ils ont quand même accepté de financer les études. Et comme tout parent, on s'attend, voilà, quand on dit à son enfant d'aller dans une école de journalisme, à finir dans le domaine de la communication. Et vous décidez de partir à Dakar, vous décidez de faire immersion dans le domaine de la mode et de revenir créateur de mode. Comment est-ce qu'ils ont réagi finalement? Bon, il faut dire aussi que j'avais, en quelque sorte, satisfait une grande partie de ce que je devais faire. Parce que j'ai eu le bac très tôt, j'ai eu le bac à 17 ans. Et tout de suite, bon, je n'ai pas fait l'université tout de suite, j'ai fait une année, je me suis formé en anglais et tout. Et quand j'ai passé le concours d'ISICA, j'ai fait ma licence. Et il faut dire que j'ai rempli, déjà coché les cases des parents. Ouais. Et ce n'était pas le rêve, ce n'était pas que je m'arrêtais à la licence, mais je me suis rendu compte que je n'aimais pas vraiment les études, dans le sens où j'ai vite fait parce que j'étais intelligent. Mais j'aimais pas vraiment l'école, donc je devais être présent dans la classe pour pouvoir retenir et, bon, en tout cas passer l'examen après. Mais c'était pas l'élève qui rentrait à la maison et bossait et tout. C'était pas mon truc. C'était pas mon truc. Je suis plutôt rêveur. Je rêve. Je vis beaucoup plus dans ma tête, dans mes idées. Et, on cherche une liberté. Voilà. Et les conditions se sont réunies et puis c'est pas ma première fois à Dakar d'ailleurs. J'ai été déjà à Dakar plusieurs fois, mais c'était la fois où j'étais à Dakar en étant pas sous les ailes de mes parents, de ma maman. Donc ça m'a permis de me déployer. J'avais des amis qui étaient déjà stylistes, photographes, mannequins, animateurs télé, des gens comme ça. Ce monde-là, ça te montre un peu ce que tu peux faire. Parce que j'avais ça comme vision, mais c'était que dans ma tête. Je n'avais pas encore touché la chose du doigt. Et j'ai vu comment est-ce qu'on peut créer une entreprise de mode, vivre de ça et tout. Donc, je me suis dit, bah, tiens, tu as déjà la matière, il faut juste mettre ça en pratique. Et on va y arriver. Alors, vous avez tout mis en place. Je pense même limite que la providence a été de votre côté parce que vous l'avez dit, vous aviez des amis dans le domaine qui pouvaient facilement favoriser votre insertion. Mais même quand on a des amis, même quand le carnet d'adresses est bien rempli, ça ne veut pas dire forcément qu'on réussit lorsqu'on se lance dans un domaine. C'est vrai aussi. Et lancer une maison de couture, une maison de mode, c'est encore chose plus délicate parce qu'on sait qu'il y a une forte concurrence autour de soi. Vous avez fait les débuts comment? Les débuts, bon, ça va sonner un peu caricatural parce que tout le monde dit les débuts, ça a été difficile. Bon. Moi, je ne vais pas parler surtout d'argent, mais surtout de situation. Parce que je commençais à l'aube de 2020 et tout de suite, c'était le corona. Et moi, j'étais rentré avec mes économies, j'ai mis tout en place. Je me disais, j'ai fait ma première collection et on a... Confinement. Ça n'a pas été trop ressenti. Les gens sortaient toujours à Lomé, mais ce n'était plus l'époque où on pensait à s'habiller. C'est clair. Et il faut dire qu'à l'époque, moi-même, je me perdais un peu. Du coup, j'ai dû faire, disons, une année sabbatique, une année de mon sabbatique. Je n'ai rien créé. Je tournais que sur les anciens vêtements et mes économies. Mais ça m'a permis de repenser un peu plus Samson Feli. Parce que ma première collection n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai créé ce que tout le monde crée, des chemises, des robes et tout, mais avec une identité qui n'était pas aussi affirmée que ce que je fais aujourd'hui. Et après ça, j'ai dû repenser Samson Feli et ramener ça d'où je viens. Moi, je suis Évé, je suis du sud du Togo. Et je pense que c'était un mal pour un bien. Ça a été difficile, mais j'ai quand même réussi à sortir de cela un truc qui a de l'essence, qui a une identité. Une identité. Bon, voilà, je me suis dit, il faut que je revienne à ce que nous faisons ici, parce que le tie and dye, c'est ce que j'ai commencé à faire avec du tie and dye, et puis j'ai poussé plus loin. J'ai commencé à traduire l'esthétique EV vestimentaire dans mes vêtements, les codes. C'est pas quand vous voyez le vêtement, vous pensez pas tout de suite peut-être à une robe, mais ça traduit beaucoup de choses, des couleurs, des formes, les parties que je laisse
a découvert les parties que je couvre, comment le vêtement il est taillé et tout ça. Donc voilà. Donc je vais dire, ça a été compliqué, mais ça m'a permis de peut-être me relancer avec une identité assez forte. Alors, il y a plein de questions chez moi, mais on me fait signe que ce serait temps d'aller aux questions un peu plus difficiles. Vous avez des personnes qui vous aiment énormément, des personnes qui ont suivi aussi votre parcours. Et quand on a une success story, on se dit qu'à côté, il y a des choses qui ne sont pas dites forcément. Et on voudrait également voir en tant qu'entrepreneur où est-ce que vous poussez le bouchon dans la force que vous déployez au quotidien pour garder votre business, pour déployer vos ailes. Et ça se fera dans cette émission à travers les questions rouges. Et ça peut piquer. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous ne sentez pas une question, vous pouvez simplement passer. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, ça va. D'accord. Mister Question Rouge, Jeanne, on y va? On y va. D'accord. Régie. Monsieur Samson, bonjour. Oui, bonjour Eugène. Bienvenue dans les questions rouges. Connaissez-vous Océane Mekodia? Oui. Connaissez-vous Patrick Abelda? Oui. Connaissez-vous Senza? Oui, je connais Senza. Selon certaines affirmations, il paraîtrait que vous n'habillez que les femmes du showbiz ivoirien. Faut-il en déduire que les femmes togolaises, vos propres compatriotes, n'ont pas le mérite de porter vos créations? Non, nos chemins ne se sont pas encore croisés. Tout simplement. Oui. Mais comment se fait-il que vos chemins croisent des stars à l'international? La mode, c'est de l'énergie. Et je dirais, ça se fera au bon moment. Moi, je ne force pas les choses, ça se passe de façon fluide. Bien. Vous défendez la slow fashion et la confection à la commande pour prôner la durabilité. Ouais. Mais en réalité, n'est-ce pas un positionnement marketing pour masquer un manque de moyens financiers et logistiques qui vous empêche pour l'instant de produire en quantité? Non. C'est plutôt pour ne pas avoir du stock qui n'est pas vendu. Bien. Votre diplôme en journalisme à l'ISICA, vous avez appris à manipuler les images et à construire des récits captivants. Quand on regarde votre marque aujourd'hui, qu'est-ce qui est réellement révolutionnaire? Votre coup de ciseau sur le tissu ou simplement votre capacité de communicant à faire passer une coupe classique pour de la haute couture? Oui, je vais dire la présentation du vêtement. Ouais, je vais dire la façon dont le vêtement il est communiqué, parce que il faut pas se mentir, beaucoup de personnes peuvent faire ce que je fais, mais pas de la façon dont je le fais. D'accord. Vous habillez les plus grosses stars d'Afrique de l'Ouest pour qu'elles se sentent uniques et puissantes. Lorsque les projecteurs s'éteignent, Monsieur Samson, et que vous enlevez votre costume de créateur, qui habille vos doutes, vos peurs et vos craintes? La musique et ma foi. Votre foi. Ouais. Et justement, dans cette foi, il y a certains puristes de la mode qui auraient laissé entendre dans les bruits couloirs que vous êtes un autodidacte de la mode qui a préféré étudier le journalisme et le stylisme. Ouais. Et ces puristes disent dans les couloirs, ou auraient dit dans les couloirs, je cite, que vous ne saviez ni couper, ni coudre un vêtement et que vous ne soyez qu'un brillant illusionniste qui se repose sur le talent de ses ouvriers. Je dirais que ces gens se perdent un peu parce que les gens confondent un peu les choses ici. Je suis un créateur, je suis designer, je ne suis pas styliste. Et même eux, ils ne sont pas stylistes. Un styliste, c'est quelqu'un qui prend le vêtement de créateur. Et styliste, quelqu'un comme Océane, toi. Ce sont des couturiers. Non, ce sont des tailleurs et des couturières. La mode se fait ainsi. Le plus haut grade, c'est le couturier. Le couturier, c'est quelqu'un qui a une maison de mode. C'est quelqu'un comme Karl Lagerfeld, c'est quelqu'un comme Dior. Vous voyez. Après, il y a le designer. Le designer, c'est quelqu'un comme moi. Après, il y a le modéliste. Ce métier n'existe plus trop aujourd'hui parce que, bon, le designer peut être en même temps le modéliste, ce que je fais, qui va ramener maintenant la création du designer
dans la matière. Et après eux, il y a maintenant le tailleur, qui sont ceux qui manipulent le ciseau et la machine, et puis la couturière. Je dirais à ces personnes-là, ils se trompent un peu. C'est différents corps de métier. Je suis là où je suis et je porte le titre que je porte. Et dans tout cet écosystème, où vous vous situez? Je suis designer. Je l'ai toujours dit. Je suis directeur artistique et créateur. Monsieur Samson, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Ok, les questions rouges de aujourd'hui, je pense que c'est passé très vite pour Samson, quoique nous avons encore quelques petites questions pour comprendre le parcours. La prochaine pour Miss Ruth. Alors, Monsieur Samson, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit que ces réseaux-là imposent énormément d'images, les tendances qui sont parfois des complexes pour certaines personnes parce qu'il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça. Mais quel regard, vous, en tant que designer, vous portez sur la manière dont la mode influence énormément aujourd'hui les corps et les identités? Je dirais que jusqu'à peut-être il y a 10 ans ou 8 ans maintenant, la mode a été bien discriminatoire vers un certain type de forme. Mais il y a une certaine révolution depuis un moment où on parle de body positivité, on parle de mannequins XXL, de mannequins grande taille et tout ça. Et je pense que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il ne faut pas aussi qu'on exporte des problèmes d'ailleurs chez nous. Ce problème n'a jamais existé ici. C'est un faux problème. Ça se passe sur les réseaux, mais chez nous, en réalité, ça n'a jamais existé. Parce que la mode, comme ce que je fais, disons qu'elle est nouvelle ici. La mode que nous, on connaît ici, c'est le couturier. Et bon, entre guillemets, parce que c'est le tailleur. On prend un tissu, on va chez le tailleur et on lui demande de nous faire une tenue. Ce tailleur-là, il ne se plaint pas de la forme d'une femme. Donc, c'est les réseaux sociaux qui ont exporté le problème d'ailleurs chez nous. Et on a fait de ça. Bon, après, il y a des gens qui capitalisent sur ça, mais je veux dire que c'est un problème récent chez nous, vu que la mode, comme ce que je fais, est récente chez nous. Donc, traditionnellement, ça n'a jamais été notre problème, mais c'est venu avec l'activité que je fais. Je pense que, bon, on s'est vite rattrapé aussi. Bon, quand ils ont commencé à mettre en scène des mannequins grande taille, on a commencé à le faire aussi. Donc, je pense que, bon, voilà. Et c'est un problème, mais qui est surtout récente chez nous parce que nous suivons une certaine tendance, mais de façon traditionnelle, ça n'a jamais été un souci chez nous. Et on a toujours adoré même les corps voluptueux. Bien sûr, la femme africaine sans rondeur n'est pas une femme africaine. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Je ne comprends même pas pourquoi on devrait... C'est réel, hein, on en parle. Et d'ailleurs, moi, je suis super contente que Valdi soit avec nous. Aujourd'hui, on en parlera. On sait que beaucoup de femmes sont très mal à l'aise avec leur corps, malheureusement. Et il faut voir la tendance. On voudrait aller se faire opérer, on va utiliser toutes sortes de produits pour retrouver une certaine silhouette. On n'accepte pas le poids de l'âge parce que justement, vous avez une tendance des réseaux sociaux et le regard qui pèse énormément sur cette société et qui malheureusement peut vous envoyer dans des travers qui sont irréversibles. Et si je peux ajouter quelque chose, la mode, comme on l'a défini, je pense que quand on parle de la mode, les gens s'arrêtent souvent au vestimentaire. Mais la mode, c'est encore une façon de penser, c'est une façon d'être, donc, et c'est surtout périodique. Ça va et ça vient, ça va et ça vient. Donc, ce que prône la mode aujourd'hui, la taille fine, demain, ça fera la taille qui n'est pas fine. Donc, il faut suivre la mode, mais tout en étant... soi-même. Avec les yeux bien ouverts. Et j'aime bien cette sortie Samson parce qu'on avait vu les Kardashians qui prônaient une fine silhouette et aujourd'hui on a les mêmes Kardashians qui recherchent des rondeurs. Allez comprendre quelque chose et arrêtez de stresser. D'ailleurs, on va vous aider à arrêter de stresser parce que nous avons une magnifique histoire au plateau avec nous. Valdi, elle a traversé les frontières, elle est à Lomé depuis quelques temps. Vous avez été dévoilé sur les réseaux sociaux par votre prise de parole, votre courage en tant que jeune femme, mais récemment encore plus parce que vous avez été attaqué sur votre physique et votre présentation. Les gens ne sont pas forcément à l'aise quand on voit une femme qui a des rondeurs, l'affirmer, le montrer aussi clairement et ça n'a pas été forcément des moments agréables pour vous. On est ici aujourd'hui pour revenir un peu sur certains petits moments de votre vie. Elle l'a dit, à 8 ans, vous avez
subi un viol, je suis désolée, vous avez été abusé. Et cette chose, vous avez dû apprendre à grandir avec avant de découvrir les réseaux sociaux et de décider de parler de votre histoire. Avant toute chose, qu'est-ce qui vous a motivé à venir sur les réseaux sociaux? On sait qu'il y a beaucoup de victimes qui veulent rester dans le silence et cachées. Mais vous, vous êtes là et vous en parlez. Vous n'avez pas honte. Vous regardez les gens, vous affirmez haut et fort. Qu'est-ce qui vous a fait venir là? Déjà, il faut savoir que c'est en commençant les réseaux sociaux que j'ai pu vraiment mettre une définition au mot viol. Je savais qu'il y avait eu un drame qui s'est produit qui ne m'avait pas forcément fait du bien, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Parce que ce n'est pas des choses dont on parle à la maison. Le problème, en fait, c'est que on ne peut pas rester indifférent face à ce que ça nous laisse comme séquelles. Il y a des choses que j'ai commencé à vivre dans ma vie d'adolescente et je n'avais pas forcément les réponses à ces questions-là. Et moi, en fait, tout ce que je voulais faire à travers les réseaux sociaux en parlant de ce qui m'est arrivé, c'était de trouver des personnes qui étaient avec moi, qui avaient vécu la même chose et qui avaient peut-être traversé ce que je traverse aujourd'hui pour me donner des conseils. En vrai, je n'étais pas venue en mode... bon, je l'ai vécu, j'ai dépassé, je veux aider. Non, moi-même, je cherchais de l'aide quand j'ai commencé par en parler sur les réseaux sociaux, ne sachant pas forcément que les gens allaient mal le prendre. En réalité, je ne savais pas au début. C'est après qu'il y a eu les réactions. Et donc, fort heureusement, j'ai trouvé énormément, plus que je ne l'imaginais, des femmes qui avaient vécu la même chose. Le problème est qu'elles-mêmes, elles veulent les réponses que moi-même, je recherchais. Donc, c'est ce qui m'a poussée, en fait, à aller faire des recherches, à essayer de comprendre c'est quoi un viol, quelles sont les séquelles que ça pourrait laisser sur une jeune femme, comment en fait on fait le processus pour dépasser ces séquelles-là, parce qu'on n'a pas envie de vivre notre vie en étant traumatisé. Donc en réalité, ce sont les choses qui m'ont poussée à venir raconter mon viol sur les réseaux, parce que ce n'est pas quelque chose dont j'allais discuter avec les parents. C'était pas évident. C'est vrai, revenir sur ce qui s'est passé avec les parents, ça crée un certain malaise. On n'a pas envie, les parents, ils ne savent même pas comment parler de sexualité avec les enfants. Vous êtes sur les réseaux sociaux, les parents découvrent que voilà, vous êtes prête à aborder la question, pas avec eux, mais avec un public vraiment large. Ils vont se dire limite que vous vous exposez. Est-ce qu'ils ont accepté que vous fassiez cette sortie? Tout le monde ne l'a pas accepté dans mon entourage. Il faut savoir que moi, j'ai une mère qui est très ouverte d'esprit. Avant de venir sur les réseaux, je lui en ai parlé, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et comme je m'y attendais, elle était un peu choquée et un peu déçue parce qu'elle se disait qu'elle a failli à son rôle de mère. Parce qu'elle était à la fois papa, maman. Et donc, elle se disait que c'est parce qu'elle jouait ces deux rôles qu'elle n'a pas pu éviter ce qui s'était passé, mais ce n'est pas de sa faute. Et donc, elle... Je pense qu'elle s'y attendait. Parce que j'étais sur les réseaux, mais je ne faisais rien de ouf. Et je suis quelqu'un de très solitaire. Donc, ce n'est pas comme si j'avais des amis vers qui je pouvais me tourner pour raconter ce genre de trucs. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, ils s'y attendaient. Mais la grande famille, papa, tout ça, on m'a sorti des trucs assez dramatiques, comme quoi je ne vais plus trouver de mari, ce n'est pas des choses dont on parle. Et voilà, c'est mettre la honte sur la famille. Mais en vrai, je m'en foutais. Parce que à la fin de la journée, je suis seule et j'ai besoin de réponses. Donc, peu importe les moyens que j'allais utiliser, je voulais avoir ces réponses-là. Donc, oui, ils n'étaient pas d'accord, mais ce qui est bien, c'est que je ne suis pas dans une famille où on va dire, tiens, on te prend ton téléphone, tu n'as plus accès à Internet. Non, on était contre, on te montrait qu'on était contre, mais tu fais ce que tu veux. Voilà. Vous avez continué. Oui. C'est vrai, vous avez raconté votre histoire. Beaucoup de femmes se sont retrouvées dans vos récits. Et ça a créé une communauté autour de vous. Oui. Puis il y a aussi beaucoup de personnes qui vous ont tiré dessus, qui ne cherchent pas à comprendre et elles sont là juste pour critiquer. Critiquer pour critiquer. Et malgré ça, déjà, c'est un poids que de supporter un abus. Et le deuxième poids, c'est de subir les regards des gens. C'est d'écouter des gens vous juger sans chercher à connaître véritablement ce que vous ressentez. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit, bah, tiens, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai créé une communauté, je peux maintenant m'éloigner des réseaux sociaux et, voilà, et vivre ma vie tranquillement avec cette communauté? Si, à plusieurs moments. Même encore récemment, ça arrive qu'on ait ce genre de réflexion parce que ce n'est pas forcément évident de tout le temps faire face aux avis des gens qui ne savent même pas ce que vous avez vécu, qui ne connaissent pas votre histoire, qui n'ont même pas cherché à discuter une seule fois avec vous, qui se permettent de donner un avis sur votre vie. Ce n'est pas forcément évident. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de personnes qui comptent sur vous. Je ne m'en rendais pas compte, mais ces mêmes femmes-là, elles
elles ont espoir en moi, elles croient en moi et je ne pouvais pas les laisser tomber. À un moment donné, quand j'ai envie d'abandonner, c'est à elles, je pense. Je me dis, je ne suis pas seule dedans. Si moi j'abandonne, c'est comme si... Elles ont aussi abandonné. C'est comme si je les ai abandonnées, Ouais. elles également, et qu'elles n'auront plus la chance, en fait, de se dire qu'on peut dépasser ça, on peut surmonter ce genre de choses et qu'on peut en parler librement sans avoir à craindre le regard des gens. Donc, à chaque fois que j'avais envie d'abandonner, c'est ce que je me disais, je ne vais pas leur donner ce plaisir-là. Ouais. Franchement, votre courage, je suis bouche bée. Merci. On va laisser... je pense qu'on va quitter juste le sujet des abus, pour tomber, des abus sexuels, pour tomber sur une autre sorte d'abus. Cette fois-ci, c'est le regard des gens. J'en parlais en début d'émission, c'est le body shaming. C'est qu'on vous juge par rapport à votre apparence, on vous insulte, on vous traite de tous les mots, simplement parce que voilà, vous avez accepté de vous assumer. D'ailleurs, vous êtes mannequin, grande taille, ce qui fait que oui, clairement, vous devez laisser votre apparence en usage au styliste, ainsi de suite. Et ça, par contre, beaucoup vous tombent dessus au quotidien. En réalité, quand ils ont surtout commencé par me tomber dessus, c'est parce que je me montrais un peu trop naturelle à leurs yeux. En réalité, je pense que les gens n'avaient pas forcément de problème avec mon physique, mais c'est parce qu'ils le voyaient naturel. On est habitué, en fait, par exemple, sur les photos poitrines, à les voir soit en sous-vêtements, soit avec des chirurgies sur les réseaux sociaux. Donc, voir en fait une femme, elle a les seins tombés directement sur les réseaux sociaux, c'est soit elle s'est pavanée, sachant que moi, j'ai commencé les réseaux sociaux, je pense que j'avais 17, 18 ans, j'avais jamais connu d'homme, à part le viol, évidemment. Et donc, qu'on me dise que celle-là, si son corps, elle est comme ça, c'est parce qu'elle s'est promenée d'homme en homme. En fait, je ne trouvais pas ça logique. Et je me disais, donc il y a des personnes qui nous voient, mais qui ne savent pas, en fait, dans la réalité, ces corps-là, c'est à ça que ça ressemble. Et je savais que je n'étais pas seule parce que je vois les femmes autour de moi. Et je trouvais ça absurde, en fait, qu'on ait des idéaux qui ne sont pas réels dans la vraie vie. Et donc, je me suis dit, plus je leur montre, plus ça va devenir normal dans leur tête. C'est ce qui m'a poussée, en fait, à beaucoup plus m'exposer, je vais dire ça comme ça, par rapport à mon physique, parce que je me disais, plus les gens vont voir des corps comme ça, plus ça sera normal pour eux de croiser ce genre de corps dans la vraie vie. Parce qu'au final, c'est la réalité, on n'a pas choisi nos corps. On n'a rien fait de mal. Donc, c'est normal qu'on puisse également s'exposer, qu'on puisse se montrer, qu'on puisse s'affirmer. Qu'on vive normalement, en vrai. C'est pas mauvais en Comme soi. je dis, ce sont eux qui trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous, on ne trouve pas que quelque chose ne va pas. En fait, on est assez normal et on voit les choses normalement. À vrai dire, avant de monter sur les réseaux sociaux, je ne savais pas que j'avais une poitrine qui était autant choquante. C'est quand j'ai commencé par voir la réaction, parce que mon entourage, ils sont habitués à moi. Donc, quand je m'habille, ils ne sont pas en mode « Oh, c'est quoi tout ça là ?» Vous voyez. Mais c'est sur les réseaux sociaux, quand je voyais la réaction des gens, que je me disais « Ah ben, en fait, ça peut choquer les gens. » Je ne savais pas. Et c'est ce qui me faisait un peu bizarre. Parce que je me disais, ils ne peuvent pas me dire qu'ils n'ont jamais croisé de ce genre de corps dans la vraie vie. Donc, pourquoi, en fait, parce qu'ils sont habitués à voir des corps différents sur les réseaux sociaux, ils font les choquer sur les réseaux quand ils voient des corps qu'ils croisent dans la vraie vie, quoi. C'était tout. Franchement, beaucoup de courage. Je la trouve très courageuse. Je ne sais pas si j'aurais pas raccroché. Est-ce que j'aurais raccroché? Non, j'aurais pas raccroché. Je pense que j'aurais pas raccroché non plus. Et franchement, merci de répondre avec autant de cœur, parce qu'on sait que ces réponses sont sincères. On parle du body shaming, on parle de la femme et de l'acceptation de soi. Et nous avons un grand créateur qui est avec nous, Samson, qui travaille au quotidien avec des corps voluptueux et non voluptueux. J'ai une petite question, ça peut peut-être s'ajouter aux questions rouges. Aujourd'hui, on le dit, les stylistes demandent aux femmes de s'assumer, de s'aimer. Et d'ailleurs, on le voit sur les podiums. On fait défiler des mannequins, comme Val dit. Mais à la présentation des collections, c'est rare qu'on voit des tenues présentées par des mannequins, comme Val dit. Est-ce que ce n'est pas souffler du froid et du chaud en même temps que de dire en tant que créateur, on est là pour les femmes rondes? Et au final, on ne nous présente que des rudes Dionou.
par exemple? Une forme de discrimination qui continue. C'est une discrimination, mine de rien. Bon, après, je vais répondre pour moi, pas pour tout le monde. Moi, il y a 2 collections de cela où je cherchais... parce que quand on crée, parce que moi, j'écris jusqu'à... Parce que moi, quand je sors des collections, je fais des campagnes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, J'écris jusqu'à la campagne, jusqu'au geste des mannequins. J'écris tout un scénario. Et donc, il y a 2 collections de cela. Je cherchais un mannequin qui soit en forme. J'avais trouvé des gens en forme, mais qui n'étaient pas des mannequins et qui ne pouvaient pas être mannequins. Et au final, ce que j'ai compris, c'est que tellement on a véhiculé le message selon lequel être mannequin, c'est être fine, que les filles, en grandissant, quand elles sont en forme, ne se voient pas en mannequin ou bien ne développent pas l'aptitude à être mannequin. Ça veut dire, c'est des gens que je peux prendre et filmer et photographier et tout, mais elles ne vont pas arriver à exprimer ce que je veux avec le vêtement. Et si vous avez fait attention, il y a 1-2 personnes dans mes collections qui sont en forme. Mais elles ne sont pas trop souvent postées parce que quand je vois le rendu, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'une personne qui est fine et qui sait qu'elle a un profil de mannequin, elle va s'entraîner tout le temps. Elle va vouloir savoir marcher, savoir défiler. Elle en fait son quotidien. Voilà, savoir donner le meilleur profil à la caméra, faire des gestes et tout. Je suis en train de répondre pour moi. Pour ma part, c'est ce qui a fait que la collection précédente, je n'ai pas eu de mannequin en forme. Mais il y a 2 collections de cela, malgré que je n'ai pas trouvé, j'ai intégré quand même. Mais maintenant, quand on revient à mes clientes, elles sont rarement fines. Ouais, donc, elles sont en forme. Elles sont rarement fines et je pense que bon, parce que mes vêtements, c'est en telle sorte que même si tu vois ça sur un mannequin qui est fine, tu sais que quand tu vas rentrer dedans en étant ça va passer. Ça va passer. Donc, ça va passer. Ouais. Et c'est une réponse pour ça, ça ne finit pas pour tout le monde. Non, mais c'est agréable. Valdi, peut-être que vous avez quelque chose à dire. Vous travaillez en tant que mannequin avec des créateurs et quand vous vous retrouvez, déjà, il y a toujours des mannequins taille fine. Elles sont toujours là, elles sont très grandes. Et même quand vous rentrez dans les coulisses, vous avez l'impression que vous qui êtes en forme, vous n'êtes pas forcément celle qu'on remarque en premier. On cherche toujours la plus belle, celle qui a les mensurations qu'il faut et tout. Et finalement, on dit, où est la grosse? Ah, elle est là-bas. Ok, venez, il y a une pièce pour vous. Est-ce que vous sentez de la discrimination quand vous êtes dans les coulisses en tant que mannequin? De la discrimination, franchement, il y en a tout le temps. Tout le temps. Et déjà, même pour rebondir sur ce qu'il a dit, si je peux, quand on veut être mannequin et pouvoir défiler, il y a des mensurations. Un mannequin grande taille, même si elle a envie de défiler et de pouvoir s'exercer, on lui dit déjà que tu n'es pas dans les mensurations requises pour être mannequin. Donc, en fait, on ne nous donne même pas la possibilité d'exercer ou d'essayer. Donc, là, c'est compliqué. Donc, on est tout le temps dans les mannequins photos. Parce qu'ils savent que là, c'est juste des poses et ça peut passer. Ça passe. Et encore là, on met beaucoup plus en avant les personnes de taille fine parce qu'apparemment, elles rendent bien plus. Que les personnes rondes. Oui. Ce que je trouve quand même assez faux. Parce que ça dépend de comment on parle à la personne. Parce que tout dépend de la confiance que la personne émet en elle-même. Si elle vient dans un endroit où déjà qu'on la traite de « oh, la grosse, elle est où ?» c'est normal que devant la caméra, elle est gênée, elle est mal à l'aise. Et ça fait qu'elle n'est pas... elle n'est pas au meilleur de sa forme. Moi, si j'arrive à poser, c'est parce que je sais que je suis belle. Je n'ai pas besoin en fait que les autres le disent, mais il y a d'autres qui ont besoin en fait qu'on les rassure, pour qu'elles puissent donner en fait le meilleur d'elles-mêmes. C'est là mon problème généralement avec les créateurs. Ils ne veulent pas vraiment faire d'efforts avec les personnes beaucoup plus rondes, parce que c'est plus facile avec les personnes minces, parce que le domaine est déjà accessible pour elles, alors que les autres, elles ont juste besoin qu'on les booste. Elles ont du potentiel. Moi, j'en ai vu des femmes rondes défiler au Bénin, mais c'est juste qu'on ne les met pas si souvent en avant. Ça fait que elles-mêmes manquent de confiance en elles. Si vous êtes toutes en train de travailler ensemble, que vous faites l'exercice ensemble, mais qu'à chaque fois, on vient chercher des mannequins petite taille pour défiler, à un moment donné, elles se disent, c'est pas pour moi, et elles abandonnent. En fait, c'est ça. On abandonne. Peut-être Miss Ruth ou Grace ont des questions. Si vous n'en avez pas, on peut aller directement aux questions rouges de Mister Eugène. Question rouge? Question rouge. Question rouge. OK. Question rouge de Mister Eugène une deuxième fois. Et clairement, si vous ne sentez pas une question, vous laissez passer.
Valdi Beguidi. Le body positivisme et la confiance en soi sont devenus des niches très rentables sur les réseaux sociaux. Êtes-vous une militante sincère pour la cause des femmes ou utilisez-vous ces concepts pour maximiser vos vues et attirer les marques? Déjà, ça ne nous permet pas de gagner beaucoup plus d'argent. Quand on est en Afrique et qu'on est créateur, qu'on est influenceur, si on peut dire ça, ou créateur de contenu, ça ne nous rapporte pas tant que ça. Donc, ce n'est même pas une niche qui est si rentable que ça. Si je voulais être rentable, j'aurais pu faire de la comédie ou des choses qui sont plus acceptées sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus difficile. On est beaucoup plus attaqué que gagner de l'argent, techniquement. Et en réalité, je n'ai pas commencé les réseaux sociaux en voulant gagner de l'argent. J'ai juste raconté mon histoire et voilà, je suis rentrée dedans comme ça. Vous invitez les femmes à s'aimer sans filtre. Pourtant, sur vos propres photos et vidéos sur les réseaux sociaux, on vous voit extrêmement soigné. Toutes les prises sont calculées et millimétrées. Ne vendez-vous pas une forme de rêve et n'encouragez-vous pas cette esthétique millimétrée qui contredit votre discours sur la beauté brute? Vous êtes sûr que vous avez fait un tour sur mes réseaux? Je ne suis pas du tout tout le temps apprêtée. Ça, c'est pas réel. Bon. Déjà, je n'utilise pas de filtre. Ça, c'est réel. Vous pouvez vérifier, je n'utilise pas de filtre. Et non, je ne cherche même pas à modifier. Déjà, même les photos, je ne travaille pas, je ne fais rien. Parce que je tiens à ce que quand on me voit dans la vraie vie, qu'on me dise que je suis même plus belle en vrai que sur les photos. Que de travailler les photos et après que ça soit un catfish, comme on dit. Donc, non. Bien. Vous brisez les tabous sur le viol en partageant votre histoire, ce qui est noble et louable. Mais Valdi, vous n'êtes ni psychologue ni thérapeute. Ne craignez-vous pas qu'en poussant les femmes vulnérables à déballer leur trauma sous vos commentaires, dans vos vidéos, que ce ne soit dangereux pour leur reconstruction? Parler n'est jamais dangereux. Au contraire, ça aide. Plus tu parles, plus tu t'exprimes, mieux tu te sens. Parce que souvent, c'est garder les choses pour soi qui nous traumatisent, qui nous rendent malades. Donc moi, le travail que je fais d'abord, c'est de leur permettre d'avoir leur voix portée, de leur permettre de pouvoir s'exprimer. Après, moi, je recommande je les pousse à aller vers des psychologues. Parce que oui, je ne le suis pas encore. Donc, je les pousse à aller vers des psychologues quand je vois que je ne peux pas gérer la situation. Mais le travail premier, c'est de leur montrer qu'elles peuvent s'exprimer sur ce genre de sujet, qu'elles peuvent parler et surtout demander de l'aide. Voilà. Si le monde changeait demain, votre contenu aurait-il raison d'être? Le monde changeait dans quel sens? Où on n'a plus d'abus, où tout devient plus normal, on ne juge plus. L'affirmation de soi serait encore une pertinence pour vous? Bah non, justement, parce que je le fais parce que les gens continuent de violer, les gens continuent de critiquer. Si à un moment donné, le monde change, c'est ce que je veux, bah moi, je m'arrête. Et en vrai, je ne prends pas la création de contenu comme métier, comme carrière. C'est un tremplin. Moi, je vais être psychologue. Ça, c'est mon rêve. Donc, si à un moment donné, il n'y a plus de viol, il n'y a plus de critiques, techniquement, moi, j'ai atteint mon but. Et là, je peux vaquer à d'autres choses. Voilà. Donc, Madame Valdi, votre contenu est axé sur la confiance en soi et l'affirmation. Mais quand les caméras s'éteignent et que votre téléphone est posé, quelle est la dernière insécurité de la créatrice de contenu que vous êtes, qui ne sait pas encore avouer à elle-même ou encore à sa communauté? Ah, c'est fort ça. Dernière insécurité, je dirais de rester seule. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on prône beaucoup sur les réseaux. Ça te permet de t'apprécier, d'apprécier ta compagnie, d'apprécier ta personne, mais ce n'est pas forcément évident d'être seule. Je pense que c'est ce que je crains le plus, parce que la solitude, ça a ses ravages. Merci d'avoir répondu à mes questions rouges. Merci à vous. Perfecto. Samson, ça va? Valdi, ça va? Oh, les questions rouges d'aujourd'hui, ça va. Je pense c'est plutôt des questions violettes. Hein. C'est pas si rouge que ça. Question pour Samson, c'est venu d'un téléspectateur qui demande. Voilà, déjà par constat, vous êtes très connu à l'étranger, très peu connu au Togo. Finalement, qu'est-ce que vous préparez pour le Togolais, ou vous réagissez comme tout le monde qui pense que les bonnes choses sont faites pour ailleurs et quand on rentre chez soi, c'est pour se reposer?
Non, pas vraiment, déjà parce que je vis ici, je ne vis pas ailleurs. Et l'idée, c'était que ça prenne au Togo et que ça s'éclore sur le monde. Mais ça a fait l'effet inverse. On m'a connu au Togo que 3 ans après que j'ai commencé à travailler. Les gens pensaient même que j'étais un créateur ivoirien. Mais que ça soit dans un sens ou l'inverse, ça ne pose pas de souci. L'essentiel, c'est que bon, je suis togolais, je fais des vêtements pour des Togolais. Et depuis 2 ans maintenant, j'arrête pas de faire des ventes annuelles au Togo. L'année dernière, j'ai fait jusqu'à 3 ventes au Togo, 2 publiques et plus une privée. Donc, ça n'a jamais été, l'idée n'a jamais été que ça aille ici. Parce que c'est une entreprise, c'est capitaliste. Il faut bien vivre. Oui, il faut bien vivre. Là où ça se vend, je vais là-bas. Mais je suis au Togo. Si ça se vend au Togo, bah avec plaisir, je vais faire des ventes au Togo. Si ça se vend à Abidjan, j'irai à Abidjan, mais tout en portant l'identité togolaise. Clairement. Alors, vous portez l'identité togolaise, vous prenez la mode togolaise, d'ailleurs, que vous développez assez bien avec votre touche particulière, on apprécie. Mais on ne vous voit que très rarement, sinon presque jamais, sur les événements de mode au Togo. Pourquoi? C'est un choix personnel, circonstance circonstancié, parce que je vais dire, j'ai jamais été invité sur un événement togolais. Jamais été invité. Par contre, j'ai déjà été invité sur des événements internationaux. Donc, là où on t'appelle, tu y vas. Bon, quand il y a des événements de mode à Lomé, si ça me parle, j'y vais, mais en tant que spectateur, parce que j'ai envie de voir des gens qui créent et tout. Ça fait toujours plaisir. Mais j'ai jamais été invité en tant que créateur à participer à un défilé. Bon, je laisse le temps faire les choses. Est-ce que vous avez pensé vous-même à créer votre propre défilé comme ça, peut-être déjà typique Samson Feli, et peut-être pourquoi pas tendre la main à d'autres jeunes créateurs? Il faut dire que moi, les défilés, en vrai, ça fait pas vraiment partie de mon business plan. Parce que quand j'ai commencé, je ne voyais pas le défilé comme un levier pour mes créations. Je ne voyais pas ça comme ça. En fait, c'est un classique. C'est bien de le faire, mais côté finance... C'est une autre paire de manches. Oui. Et il faut dire que moi, je finance tout moi-même. Je ne fais pas de prêt, je ne fais rien. Donc, tout vient de ma poche. Donc, je n'ai jamais vu les défilés comme quelque chose qui peut relever ma création. Mais ça sera toujours un plaisir parce que j'ai déjà fait. On m'a invité à Abidjan, je l'ai fait. On m'a invité au Nigeria, je l'ai fait. Donc, peut-être avec le temps, quand j'aurai peut-être beaucoup plus de moyens, une sortie de collection ne sera plus qu'une campagne, mais peut-être un défilé. Pourquoi pas. Vivement, hein, vivement. Bien. Quelques questions pour détendre l'atmosphère. Je pense qu'on a mis là-bas un peu haute ce matin. Donc, Miss Grace sera là. Vous voyez comment elle pétille. C'est comme ça que ces questions également sont agréables. Donc, si tu es prête, ça nous permet de connaître vos personnalités, en dehors de tout ce qui est dit. Okay. Donc, ce sera des questions auxquelles vous allez répondre très rapidement. Est-ce que c'est bon? Je vais déjà commencer par Monsieur Samson. Super. Thiévier ou Lomé? Thiévier si j'ai de l'argent, Lomé si je suis toujours esclave. Ah, ça c'est profond. Ok, je vais noter. Client qui paie vite ou client qui dit je viens demain? Qui paie vite. Tissu coup de cœur ou au grand marché ou en boutique? Grand marché, je vais rarement en boutique. Retouche de dernière minute ou livraison avant délai? Livraison avant délai, pour l'image. Ok. Appel WhatsApp ou note vocale de 5 minutes? Message. Ni l'un ni l'autre. Ok. Coudre avec musique ou sans musique? Avec musique. Pagne lourd ou lin léger? Fluide, léger. Petit atelier discret ou grande maison de mode? Atelier discret, c'est le présent. Grande maison de mode, c'est la vision. Créer pour vendre ou créer pour laisser une identité? Créer pour vivre. Créer pour vivre. Un client satisfait mais pauvre ou un client riche mais compliqué? Un client tout court. Avoir un client trop bavard ou un client qui ne répond jamais? Oh, c'est compliqué. Qui répond jamais, ça peut être dans le sens où la personne paye et puis te laisse faire. Trop bavard, c'est jamais mauvais. C'est jamais mauvais. C'est un client. Ok. Client qui négocie trop ou client qui disparaît après essayage? Client qui négocie pas. Mentir au client ou chanter en chinois?
Chanter en chinois parce que je ne mens pas aux clients. Ce sera tout pour moi, pour Merci. Samson. On va passer à Madame Valdi. Vous êtes prête? Du coup, on n'est pas obligé de choisir entre les deux réponses, quoi. Si. Non, bon, lui, il a trouvé le moyen de... Il a bien slalomé. OK. Café ou thé? Thé. Talon ou sandales? Waouh. Sandales pour le confort. Couleur neutre ou couleur vive? Couleur vive. Noir élégant ou rose assumé? Rose assumé. Cuisine maison ou fast-food? Maison. Sortie entre amis ou moment seul à la maison? Seul. Zouk ou amapiano? Amapiano. OK. Téléphone toujours en main ou moment de déconnexion? Moment de déconnexion. Robe moulante ou tenue oversize? Moulante. Shopping en boutique ou achat en ligne? Boutique. Photo naturelle, photo très travaillée? Naturelle. Mer ou piscine? Piscine. Ville ou village? Village. Parler beaucoup, observer d'abord? Observer d'abord. Film romantique ou film d'action? Film d'horreur. Douceur ou fort caractère? Fort caractère. Avec ou sans maquillage? Ça dépend des endroits, hein. Sans pour le quotidien. Plat togolais préféré? Aïmolou. On n'a pas de plat pour Samson comme ou Djenkouma. Comme. Comme. Ouais. Comme. Comme parce que bon, c'est quelque chose que Bien je rapprocher sais le faire, micro. mais qui demande beaucoup de travail. Donc, chaque fois que je monte, ça, oui, je me régale. Ah, OK, d'accord. Comme, ouais. Djenkouma, je vais faire ça. OK. Bon, on va garder comme pour Samson. OK. Une dernière question pour Madame Valdi. Église ou bois de nuit? Maison. Maison. Ni l'un ni l'autre. Hein? OK. Bon, allez. Au vu de vos réponses, moi, je vais vous parler de vous. Enfin, selon ce que ça nous laisse voir comme personnalité, nous avons un Samson qui est très organisé, un visionnaire, très objectif et très patient. Vrai? Oui, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai réalisé que ça viendra quand ça doit venir. Moi, je mets toujours le travail en avant. Et si ça vient, oui. Tant mieux. Et en plus, on est dans un pays qui nous apprend la patience. Ah, ça c'est bien dit. Et puis, nous avons avec Valdi une douce personne, très simple, mais vraiment dotée d'une simplicité qui, limite, me choque. Parce que vous avez de quoi exploser, mais au même moment, vous êtes une pépite et au même moment, vous êtes très introverti. Je vois une personne très vivante, mais casanière. Il y a beaucoup de paradoxes en vous. Vous avez du goût, mais vous aimez les choses simples. Vous aimez les choix assumés. Vous les assumez, vous acceptez, vous supportez tout ce que ça peut ramener comme revers, mais vous êtes à la fois très simple et une petite fille bien cachée derrière sa carapace. Vous prenez très peu de risques et au même moment, vous prenez beaucoup de risques. Comment on peut être aussi paradoxal dans la vie? C'est énorme en vrai. En fait, il y a une personnalité qui est créée suite à ton vécu et il y a une personnalité naturelle que tu as. Moi, de base, je suis une petite fille très douce. J'aime pas le monde, je préfère rester chez moi. Mais voilà, le métier fait que tu as besoin de sortir, tu as besoin de voir du monde, tu as besoin de... Te défendre. Oui, tu as besoin de te défendre, oui, c'est ça. Sinon, moi, déjà, par exemple, quand on va sur mes réseaux, je n'ai jamais répondu à un mauvais commentaire en insultant, sachant que c'est familier chez nous. Moi, je ne sais pas faire ça. Ma mère, même quand tu cries, elle ne supporte pas. Elle-même, elle ne crie pas sur les gens. Donc, en fait, je n'ai pas appris à insulter. Nous, on nous a vraiment éduqués dans la douceur. Donc, je ne suis pas vraiment... c'est à cause des réseaux sociaux que j'ai appris à être un peu... Sinon... Je vous souhaite à tous les deux véritablement une très bonne suite dans vos activités. Moi, j'ai découvert aujourd'hui de très belles personnes, très profondes, très vraies. Et je prie Dieu que vous continuiez d'inspirer toutes ces personnes qui vous suivent au quotidien et que vous puissiez faire grandir vos activités. Samson, que la maison Samson Feli parle encore plus ou fasse parler d'elle au quotidien. Et Valdi, que tout ce que vous avez comme combat puisse porter des fruits.
et que vous deveniez très vite notre psychologue. Ça, c'est important pour moi. Comme ça, vous allez aider plus de personnes avec beaucoup plus de professionnalisme. Et je prie également que le Bénin vous rende tout ce que vous donnez au Bénin. Oh, ça me touche. Merci. Véritablement. Merci d'être passé dans la pause. J'ai passé un unique moment avec vous et c'était également le cas avec Miss Ruth Dionou et Mister Question Rouge, devenu Question... on va trouver... Toujours rouge. Non, c'est pas rouge, c'est plus rouge. De qualité. Ouais, c'est ça. Un grand merci à Miss Grace également qui nous apporte toujours la plus belle des sorties. Et un merci spécial à tous les téléspectateurs qui ont envoyé plein de messages pour Samson, comme pour Valdi également. Toute la communauté béninoise vous embrasse. Hein. Bisous, bisous. On se dit à demain vendredi. Merci de nous avoir suivis. Franchement, en tout cas, je commence par admirer le courage des jeunes. Mr. Lecky on the beat.